Salut tout le monde et bienvenue. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va démystifier un truc génial, ces mécaniques complètement invisibles qui permettent à nos téléphones et nos ordinateurs de discuter à travers le monde entier. C'est un voyage fascinant, vraiment. On va suivre à la trace une simple donnée, un peu comme si on observait de près le rouage le plus sophistiqué d'un immense service postal numérique mondial. C'est parti. Au programme aujourd'hui, 5 grandes étapes. D'abord, les fondements de la communication, ensuite les grands modèles de réseau, puis on verra le fameux processus d'encapsulation, on plongera au cœur du réseau IP et on finira par la livraison finale des données. Première étape, les fondements de la communication. Voyons comment on établit les règles du jeu. Bon, pour que des milliards de machines arrivent à se comprendre sans faire le moindre faux pas, il faut des règles hyper strictes. C'est exactement comme quand on discute entre humains. Il nous faut toujours, à la base, quelqu'un qui parle, un moyen de transmettre la voix et quelqu'un qui écoute. Un expéditeur, un support et un destinataire. Sans ces balles, c'est la pagaille totale, le réseau s'effondre. Dans notre monde numérique, ces règles vitales, on appelle ça des protocoles. C'est ce qui définit au millimètre près comment on code le message, son format, sa taille et même le bon timing pour l'envoyer. Si un message ne respecte pas ces règles à la lettre, il ne sera tout simplement jamais compris à l'arrivée. Passons à notre deuxième partie, les principaux modèles de réseau, ou si on préfère, la véritable architecture d'Internet. Maintenant qu'on a nos règles de base, prenons un peu de recul. Comment toutes ces normes hyper complexes s'organisent ? Elles sont structurées selon des plans standardisés. C'est une vraie architecture en couches, un modèle universel pour tout Internet. D'un côté, on a le modèle purement théorique, le fameux modèle OSI avec ses 7 couches, et de l'autre, la version pratique, celle qui fait vraiment tourner le monde en ce moment, le modèle TCP/IP, qui lui n'a que 4 couches. Le truc absolument crucial à retenir ici, c'est ce qui se passe au milieu, les couches 3 et 4 du modèle OSI, qui s'occupent de trouver le bon chemin pour les paquets et d'assurer qu'ils arrivent bien à bon port, correspondent pile poil aux fonctions centrales du TCP sur IP. C'est là, vraiment là, que se fait tout le gros boulot de la direction du trafic mondial. Allez, troisième étape, et pas des moindres, le processus d'encapsulation. En gros, l'emballage de nos données. C'est là que le voyage devient vraiment concret. On va voir comment un message est littéralement mis en boîte pour son long trajet sur le réseau. Ce qu'on observe ici, c'est la création des unités de données de protocole. Faut savoir que les données générées par nos applications sont souvent beaucoup trop grosses. Du coup, on doit les découper en petits morceaux, ce qu'on appelle la segmentation, pour que ça voyage de façon plus fluide. La progression est très logique. On part des données brutes qui deviennent un segment dans la couche transport. Ensuite, ce segment se transforme en paquet au niveau du réseau, puis en trame au niveau de la liaison, pour finir en une suite de bits purs et durs prêts à être envoyés sur la ligne physique. Et pendant cette descente vers le câble réseau, à chaque fois qu'on passe un cap dans cette pile de protocoles, on rajoute des informations de contrôle sous forme d'entête. Pour se l'imaginer facilement, imaginons qu'on écrit une lettre. On la met dans une enveloppe, puis cette enveloppe va dans un petit carton protecteur, et ce carton finit dans un immense conteneur maritime avec des étiquettes de routage ultra spécifiques collées dessus. Voilà, l'encapsulation, c'est exactement ça. Quatrième partie, on attaque le gros morceau, le cœur du réseau IP, c'est-à-dire la couche 3 et l'IPv4. Là, on entre vraiment dans la salle des machines. C'est à la couche 3, la couche réseau, que toute la magie du routage mondial opère, grâce au célébrissime protocole Internet, l'IP. Ce protocole, surtout dans sa version 4, repose sur 3 grands principes. 1. Il est sans connexion. 2. Il fait ce qu'on appelle de l'acheminement au mieux. Et 3. Il est totalement indépendant des supports physiques. Ce dernier point est quand même fou. Nos données peuvent voyager sur de vieux câbles en cuivre, de la fibre optique ultra rapide ou via les ondes invisibles du Wi-Fi, le protocole IP fera son boulot exactement de la même manière. Attardons-nous sur ce côté sans connexion, c'est super important. L'idée, c'est tout simplement comme de poster une lettre dans une boîte aux lettres au coin de la rue. On dépose la lettre, mais on n'a absolument aucune garantie que la personne sera chez elle pour la lire, ni même que la poste ne va pas la perdre en route. L'IP fait juste de son mieux pour expédier le paquet à toute vitesse, et comme il n'est pas très fiable par nature, il est obligé de s'en remettre complètement au protocole des couches supérieures, comme le très costaud protocole TCP, pour suivre tout ça, réparer les erreurs éventuelles et s'assurer que les données arrivent pour de vrai. Quand on soulève le capot et qu'on regarde à l'entête d'un paquet IPv4, on tombe sur une mécanique franchement brillante. Le champ le plus fou là-dedans, c'est sans doute la durée de vie, ou TTL. C'est un mécanisme de sécurité redoutable. C'est un petit compteur intégré qui diminue d'une unité à chaque fois que le paquet traverse un routeur. Et s'il tombe à 0, boum, le paquet est tout simplement détruit. Pourquoi faire ça ? À cause d'une simple erreur de configuration, on pourrait avoir des millions de paquets fantômes qui tourneraient en boucle indéfiniment sur Internet, provoquant des pannes mondiales colossales.
Et bien sûr, juste à côté de ce compteur, on trouve les fameuses adresses IP sources et destinations qui dirigent le trafic d'un bout à l'autre de la planète. Allez, on arrive à la toute dernière étape de notre voyage, la livraison finale des données. On va voir comment naviguer dans le réseau local et au-delà. Notre paquet de données a traversé les océans, il a sauté de continent en continent avec succès. Mais comment il trouve physiquement la bonne machine sur les tout derniers mètres? Pour comprendre cette dernière ligne droite, il faut absolument piger la différence entre l'adresse logique et l'adresse physique. L'adresse IP logique, sur 32 bits, ça sert uniquement au routage global entre différents réseaux. C'est l'équivalent du code postal d'une grande métropole. En revanche, l'adresse MAC, physique, gravée de façon permanente sur la puce réseau de la machine, c'est la seule information capable d'assurer la livraison locale. En clair, l'IP, c'est le code postal, et l'adresse MAC, c'est le numéro exact de l'appartement gravé sur la porte. Du coup, ça pose un sacré défi technique. Comment faire correspondre une adresse IP qu'on connaît avec une adresse matérielle MAC totalement inconnue? C'est là qu'intervient le super-héros du réseau local, le protocole ARP. L'idée est hyper ingénieuse. La machine qui veut envoyer son message va littéralement crier sur tout le réseau local, un vrai appel général. Et oh, quelle est l'adresse matérielle physique de la machine qui utilise cette adresse IP bien précise? Dès que l'appareil concerné lève la main en fournissant son adresse MAC, la trame finale peut enfin être assemblée et expédiée. Prenons un exemple très concret, la livraison locale. Imaginons que notre ordinateur et le serveur qu'on veut joindre sont connectés au même équipement réseau dans une entreprise. Là, l'opération est extrêmement directe. L'expéditeur récupère l'adresse MAC physique du destinataire grâce à l'ARP, il la glisse dans l'entête de la trame et hop, les données sont remises en main propre directement sur le réseau local sans jamais avoir besoin de passer par un gros équipement de routage global. Sauf que cette situation contraste complètement avec une livraison distante. Que se passe-t-il si le serveur visé se trouve à l'autre bout de la Terre? Notre petite trame Ethernet locale ne peut absolument pas franchir l'océan toute seule. L'astuce est remarquable. L'adresse IP de destination reste toujours celle du serveur distant. Mais pour sortir du bâtiment, l'adresse MAC de destination qu'on va utiliser doit impérativement être celle du routeur du bureau, ce qu'on appelle la passerelle par défaut. C'est ce routeur, agissant comme le centre de tri local, qui va prendre le relais et se charger de transférer le paquet à travers l'infrastructure complexe d'Internet jusqu'à sa cible. Et pour clore cette analyse, laissons-nous porter par cette ultime réflexion. Demain, quand un simple clic fera apparaître une page web lourde en une fraction de seconde, prenons le temps de mesurer la prouesse qui vient de se jouer. Des dizaines de protocoles empilés, des paquets encapsulés au millimètre près, des appels ARP fulgurants et des milliers de routeurs qui se synchronisent parfaitement, en coulisses, totalement invisibles pour nous. Tout ça pour rendre ce voyage mondial réalisable à la vitesse de la lumière. Franchement, ça donne une toute autre dimension à la beauté et la sophistication des réseaux qui connectent notre quotidien, n'est-ce pas ?